Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Astrolabe. Je m'appelle Guillaume. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette deuxième soirée de la 35e édition du Festival d'astronomie populaire du monde mécantique. C'est toujours un plaisir d'accueillir tant de gens à cette occasion parce que le festival, c'est un moment privilégié où le public, les astronomes et les étoiles se rencontrent. Si la nature le veut, si la météo le veut, ce soir, vous serez parmi les privilégiés qui auront la chance de mettre l'œil au télescope de 1,6 mètres de l'Observatoire du monde mécantique. Je serai là avec mon collègue Rémi pour vous accueillir, pour vous montrer des belles choses, beau temps, mauvais temps. Mais le Festival d'astronomie aussi, c'est une occasion privilégiée pour rencontrer les chercheurs, rencontrer les astronomes. Et justement, ce soir, on est très chanceux parce qu'on a l'honneur de recevoir M. René Doyon. René Doyon, il est professeur d'astrophysique à l'Université de Montréal et il est aussi directeur de l'Observatoire du monde mécantique ainsi que directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Alors, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. René Doyon. Écoutez, merci d'être là ce soir. Ça me fait toujours plaisir de revenir ici. Contrairement à ce que les gens pensent, bien que je suis le directeur de l'Observatoire, je n'habite pas ici. J'habite à Montréal, je suis professeur de physique à l'Université de Montréal, comme le dit Guillaume. Mais bon, je viens quand même faire mon tour de temps en temps. Donc ça, c'est mon observatoire préféré. C'est là que j'ai appris le métier d'astronome depuis quelques années maintenant. Et l'histoire que j'aurais à vous raconter ce soir, c'est celle de l'histoire de l'astronomie infrarouge. C'est quoi l'infrarouge? Vous allez avoir une notation aussi après moi. Mais pour dire que c'est aussi l'histoire de ce télescope, mais aussi de beaucoup de projets qui se passent ailleurs, sur des grands télescopes, à Hawaï, au Chili, et même dans l'espace, dans le futur. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ces projets-là qui prennent racine ici et qui continuent. Alors, comme on l'a dit, c'est le thème du festival, c'est-à-dire l'univers infrarouge. Alors, c'est quoi l'infrarouge? Je vais en parler un peu plus tard. Non, juste pour vous dire que les grandes découvertes qui se font aujourd'hui sont dues à deux choses. Les télescopes de plus en plus grands, c'est ça qui mesure la puissance, la capacité à collecter la lumière des étoiles très très faibles, des galaxies très très faibles, mais aussi les instruments. Okay? Donc on accroche derrière les télescopes qui sont absolument fondamentaux, importants pour analyser cette lumière-là et en déduire tout ce qu'on connaît. Donc, vous avez deux télescopes, ce sont vos yeux. Et ils sont les plus efficaces parce que vous êtes dans le noir complet. Donc, exactement ici, dans la réserve de ciel étoilé, un soir de nouvelle lune. Votre pupille est très ouverte, donc à peu près 4-5 mm. Ça, ce sont vos deux télescopes. Et vos instruments, c'est votre rétine. C'est la rétine qui reçoit la lumière, qui la transmet à votre cerveau. Donc, ce sont des télescopes pas très efficaces. En fait, la rétine collecte à peu près seulement 4% de la lumière qu'on reçoit dans nos yeux. Et en 1978, lorsque le télescope a été, le monde mécantique a été mis en opération, c'était à peu près l'efficacité qu'on avait. Les instruments qu'on avait à l'époque étaient des plaques photographiques, des technologies quand même assez primitives, qu'on peut qualifier aujourd'hui, mais c'était des technologies qui n'étaient pas plus efficaces que l'œil. Vous allez voir, ça a changé beaucoup. Alors, Galilée, en 1609, a été le premier à utiliser le télescope. C'est pas lui qui l'a inventé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est une petite lunette, quelques centimètres. Donc, il a bien sûr pointé la Lune, puis il a vu que la Lune a des cratères. Il a pointé Vénus pour se rendre compte que Vénus a des croissants. Et ça, la seule façon d'expliquer que Vénus a des croissants, et accéder à un croissant, c'est que Vénus tourne autour du Soleil, et non que Vénus tourne autour de la Terre. À l'époque, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Et donc, cette simple observation-là de Galilée a permis de révolutionner notre monde, que, en fait, on n'est pas au centre de l'univers, c'est en fait plutôt le Soleil qui est autour de laquelle tourne la Terre. Il a aussi pointé son télescope à Jupiter. Il a trouvé 4 petits points, qu'on appelle aujourd'hui les satellites galiléens. Et jour après jour, il a pu voir que les satellites tournent autour de Jupiter. Et encore une fois, une autre manifestation qu'il y a des corps qui tournent autour d'autres, qui ne tournent pas seulement autour de la Terre. Donc ça lui a posé beaucoup de problèmes. Alors ça, c'est le livre en question là, dans lequel il a écrit, que Galilée a fait ses dessins. Il y a quelques copies de ce document-là. Il y en a un à la bibliothèque du Royal Observatory à Édimbourg, et j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main dessus. Donc, avec un gant. Ça fait quelques années de ça. OK, alors, voici un télescope, le télescope du monde mécantique en 1978, 1,6 mètres de diamètre.
Donc là, on a fait un saut important. En Galilee, c'est quelques centimètres. Voici, bien sûr, on est dans la réserve du ciel étoilé. C'est important de le dire parce que si on est en, je suis ici aujourd'hui pour vous parler, c'est parce qu'on a réussi à préserver le ciel ici. Un des pires ennemis des astronomes, c'est bien sûr les nuages, mais aussi la pollution lumineuse. Donc les gens ici se sont vraiment mobilisés pour contrôler leur éclairage, éclairer vers le bas, pas vers le haut. Et ce qui fait qu'en 2007, on a déclaré cette réserve, c'est la première réserve de ciel étoilé en milieu urbain. Et donc, c'est vraiment une richesse là, pour la région. Et bien sûr, pour nous. C'est comme ça qu'on a pu survivre à garder notre observatoire encore actif. Alors, juste vous montrer là, que ce sont des vraies mesures. Il y a des gens ici, là, à notre chapeau, qui mesurent la qualité du ciel pour montrer qu'en 2007 et en 2017, ça n'a pas changé. Donc, on arrive très, très bien à contrôler la pollution lumineuse. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut continuer comme ça. Alors, voici un télescope dans l'espace, le télescope Hubble de 2,4 mètres, qui a vraiment révolutionné notre appréhension de l'univers, qui a fait un peu aussi l'astronomie infrarouge, en fait beaucoup, de plus en plus. Et les plus grands au monde, les télescopes Keck, du milliardaire qui les a financés, ils sont sur le mont Mauna Kea à Hawaï. Je vais parler d'autres télescopes plus tard qui sont sur la même montagne. Et donc lui, eux ont été mis en opération en 1992. Et finalement, un autre grand télescope qui s'en vient dans l'espace, le télescope James Webb. L'année passée, la date ici était 2018. On avait espéré que James Webb serait lancé en octobre 2018. C'était la date de lancement prévue. Et malheureusement, à cause des petits problèmes associés avec ceci-là, il a fallu le retarder en 2021. Vous allez voir comment il y a un lien extrêmement important entre ce grand télescope et où vous êtes ici, le télescope du Mont-Mégantic. OK. Donc, juste, je ne sais pas si on va bien le voir, là, mais c'est un petit peu trop lent, pour vous montrer la proportion des différents miroirs. Donc, vous voyez Célia ici, qui est à peu près 1,7 mètres. C'est trop lent. Pourquoi je devance? C'est une comparaison, en fait, entre la taille du miroir du télescope de Hubble, qui est là, et on ne peut pas le voir. Ah oui, alors ça, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère, l'ère des télescopes géants. Donc, il se planifie présentement la construction de télescopes de 30 à 40 mètres. Celui-ci, c'est le télescope de 30 mètres. En fait, ce n'est pas le télescope, mais c'est une illustration de la grandeur du miroir. Donc, je vous donne une idée, vous allez le voir, c'est pour les gens qui vont aller en haut ce soir-là. Chaque segment du télescope mesure à peu près 1,3, 1,4 mètres. C'est à peu près la taille du Mont-Mégantic, ça, du miroir du Mont-Mégantic, 1,6 mètres. Et il y en a 492 comme ça. 30 mètres, un télescope absolument gigantesque. En fait, les Européens, eux, vont avoir un télescope de 39 mètres, encore beaucoup plus grand. Et celui-là, on pense qu'il va être en opération autour de 2024. C'est vraiment demain matin, c'est dans quelques années où on aura ces grands télescopes en opération. OK. Donc, alors voici une animation de quoi a l'air ce télescope-là. En toute probabilité, ce sera le premier. Il y en a plus qu'un. Il y a le 30 Meter Telescope, le TMT, dans lequel le Canada est un partenaire. Celui-ci, c'est celui des Européens, qui sera au Chili. Le TMT, il sera probablement à Hawaï, ce n'est pas encore finalisé. Et il y en aura un autre aussi dans l'hémisphère sud, qui s'appelle le GMT, un télescope de 24 mètres. Donc, il y aura probablement, d'ici la prochaine décennie, 3 grands télescopes géants qui vont travailler de pair avec les télescopes dans l'espace. Et ce qu'ils ont tous en commun, c'est que, de manière générale, ce sont surtout des télescopes infrarouges. C'est quoi de l'infrarouge? J'arrive. OK. Donc, alors, c'est quoi la lumière? Hein? La lumière. Donc, il y a de la lumière qui est ici. En fait, il y a toutes sortes de lumière. Donc, d'abord, comment arrive-t-on à modéliser la lumière? Les physiciens, il faut toujours avoir un modèle pour expliquer les choses. Et la lumière s'explique de deux façons. Parfois, elle a l'allure de particules, des billes, OK? Et plus généralement, c'est plus approprié de dire que la lumière, c'est une onde. Donc, il faut imaginer la lumière comme un phénomène oscillatoire dans l'espace, qui traverse l'air, dans le vide. Okay? Et votre œil ne détecte une infime partie de la lumière. Donc, voici l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? C'est un phénomène qui est naturel et très, très beau. Alors ça, c'est dû à la lumière qui est diffusée par les gouttelettes d'eau dans l'air, et ça disperse la lumière en les différentes couleurs d'arc-en-ciel. Donc, chaque couleur correspond à une longueur d'onde. Donc, elle a une vague plus ou moins étroite ou plus ou moins grande. Quelle est la couleur du soleil?
c'est pas jaune, c'est blanc. La vraie couleur du soleil, là, c'est la neige, la couleur de la neige, donc en passant. Okay? Juste pour vous dire que votre œil détecte seulement la lumière visible, donc du bleu, du violet jusqu'au rouge. Mais au-delà du rouge, il y a la lumière, et c'est la lumière infrarouge. Au-delà du bleu, il y a l'ultraviolet, et vous êtes sûrement familier avec ces lumières-là. Hein? Les rayons ultraviolets, vous ne les voyez pas, mais votre peau, elle la sent. Donc, voilà. Il y a la lumière ultraviolet, hein? Ça ne parle pas ultraviolet, mais les rayons X, qu'on voit dans les... qu'on se sert de plusieurs façons, dans les hôpitaux, pour scanner les bagages lorsqu'on s'en va en voyage. Alors, vous avez des cas ici assez particuliers, quelqu'un qui a voulu se... Je ne sais pas ce qui est arrivé ici, il y a un coup dans le... Et la main ici, ouch, ça lui fait mal. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de lumière, et votre œil n'en détecte qu'une infime partie. La lumière infrarouge, alors ce que vous voyez ici, c'est quelqu'un, bien sûr, qui a un sac de poubelle sur les mains. Ça, c'est la lumière visible que vous avez, l'image visible que vos yeux peuvent voir. Et si vous avez une caméra infrarouge, en fait, j'en ai une ici. Alors, pour ceux qui vont me suivre en haut ce soir, là, je vais m'amuser à la mettre sur mon téléphone cellulaire. Là. En fait, c'est incroyable de penser qu'on a ça maintenant. Il y a 20 ans, 30 ans, là, ça aurait été inimaginable de voir ça. Et en fait, c'est une caméra infrarouge qui détecte la chaleur. Donc, présentement, vous ici, là, vous émettez de la lumière, vous êtes lumineux, mais dans l'infrarouge. Autrement dit, si on était dans le noir complet et que vous avez une caméra infrarouge, on verrait tout ça. Alors, voici l'image de ce monsieur-là dans l'infrarouge. Alors, vous voyez, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la lumière infrarouge passe à travers le plastique. Et ça, c'est une propriété extrêmement intéressante de la lumière infrarouge, c'est que ça nous permet de pouvoir percer la poussière interstellaire, par exemple, qui est assez abondante. Et donc, ça nous donne une autre perspective sur les phénomènes qu'on essaie d'étudier. Donc, vous voyez que ce qui est blanc, c'est-à-dire que c'est très chaud. Donc, la tête, c'est la partie la plus chaude de notre corps. Et on voit les lunettes qui ont tendance à absorber la radiation infrarouge. C'est pour ça que c'est noir. Donc, il y a toute une nouvelle perspective lorsqu'on observe dans l'infrarouge. Alors, voici une autre image que j'aime bien montrer. Donc, ça, c'est une image d'un plancher dans la lumière visible. Il n'y a rien de très particulier avec ce plancher-là, n'est-ce pas? Sauf que peut-être on devrait le laver. Mais maintenant, si on le regarde en lumière infrarouge, voici ce qu'on voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui était effectivement debout, du pied là-dessus. Et alors, vous voyez comment on change complètement de perspective lorsqu'on change de longueur d'onde. Et en astronomie, c'est la même chose. Donc, on a besoin d'aller voir d'autres longueurs d'onde pour comprendre ce qu'on veut observer. Par exemple, pour étudier les toutes premières galaxies qui se sont allumées au début du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, il faut le faire dans l'infrarouge. Donc, alors ici, on sait qu'il y a une personne qui a été debout sur le plancher. Si on connaît les propriétés de transfert de chaleur du plancher, on est capable, en fait, de savoir quand la personne était là. Et donc, vous voyez, il y a énormément d'informations qu'on peut apprendre au-delà du fait qu'il y avait une personne qui était debout sur ce plancher. OK. Donc, alors, il y a les ondes radio aussi. Ça, c'est de la lumière, mais des ondes très, très, très longues. Donc, tout ça pour vous dire que notre œil ne détecte qu'une infime partie de la lumière. Donc, au début, l'astronomie, celle de Galilée, et jusque vers le début des années 80, on dirait, ou un peu avant 70, c'était dominé que par l'astronomie optique. Et commençant en fait avec l'Observatoire du monde mégantique, au début des années 80, là, l'astronomie dans toutes les autres longueurs d'onde a explosé, notamment l'astronomie infrarouge. OK, alors, comment sait-on tout ce qu'on sait? On sait plein de choses. On sait que l'univers a 13,7 milliards d'années, il existe des exoplanètes, et on sait à partir de la lumière. On ne va pas là-bas, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on regarde la lumière, si elle part dans un prisme, la lumière va disperser, il va y avoir différentes longueurs d'onde, du bleu, du rouge. Et si on passe cette lumière-là dans un gaz, par exemple, on va voir des choses qui vont apparaître. Par exemple, si on passe ça à travers l'hydrogène, du carbone, il va y avoir différentes lignes qui vont apparaître dans ce qu'on appelle le spectre. Et chaque élément donne une empreinte particulière. Et ça, c'est vraiment très, très riche parce que ça veut dire qu'on est capable, comme ça,
d'identifier à distance des éléments chimiques à des milliards d'années de vie. C'est ça, donc c'est grâce au fait que la lumière transporte de l'information et interagit avec la matière pour donner ce genre de choses-là. Alors, si maintenant je regarde le Soleil, le spectre du Soleil, il y en a des centaines de milliers comme ça. Et donc, avec ça, on est capable de déduire qu'il y a toutes sortes d'éléments. Par exemple, l'hélium, c'est un élément très abondant dans l'univers, on l'a d'abord découvert dans le spectre du Soleil. Et hélium veut dire hélios, il vient de hélios du grec, et en fait, ce qui veut dire soleil. Donc, on apprend énormément de choses en dispersant la lumière, et aujourd'hui, on a des instruments très sophistiqués pour pouvoir faire ça. Donc, c'est comme ça qu'on recueille l'information, qu'on a des divers objets célestes. Et là, ce que vous voyez ici, c'est seulement la partie visible, et il y en a d'autres, on ne la voit pas, mais il y a l'infrarouge, et il y a l'ultraviolet. Alors, l'image que vous voyez ici, c'est la toute première image infrarouge qui a été prise au Canada. C'était en 1991. C'était la date déjà, là, j'ai oublié. C'était le 24 avril. Okay. Et ça avait été fait avec la caméra Monica. C'est l'acronyme de Montreal X-ray Camera. Donc, moi, je venais de terminer mon doctorat à Londres. J'avais fait ma maîtrise ici au milieu des années 80. Je suis allé à Londres pour étudier en astronomie infrarouge, c'était là qu'était l'expertise à l'époque surtout. Et je suis revenu ici avec mon ancien superviseur Daniel Nadeau, qui est encore professeur de l'Université de Montréal. On a développé une nouvelle caméra. Et ça a été la toute première qui est arrivée ici. On a pu prendre les premières images à l'Observatoire de Montréal. Et ça a été le début d'une très très grande aventure, non seulement pour l'Observatoire de Montréal, mais pour d'autres observatoires, comme je vais vous le montrer. Alors voici une autre caméra qu'on a développée plus tard. Ça, c'est un de mes collègues qui, à l'époque, était étudiant, un petit peu plus que ça, Étienne Artigot, qui a donné une conférence hier ici. Et Étienne, pour sa thèse de doctorat, devait développer une nouvelle caméra. Alors, c'est la caméra panoramique proche infrarouge. Alors, on l'appelle « C'est pas pire ». Et elle est vraiment pas pire parce que pendant très longtemps, c'était la caméra qui avait un champ de vue le plus grand au monde. On pouvait prendre une image de la Lune, et ça, c'est très difficile à faire sur les grands télescopes, et c'est d'ailleurs une vertu du petit télescope de pouvoir observer. Alors, une des choses qu'on a fait, des grandes découvertes qu'on a fait avec cette caméra-là, ici au Mont-Mégantic, c'est de découvrir une nouvelle classe d'objets qu'on appelle des naines brunes. Les naines brunes, c'est des étoiles manquées, des étoiles qui n'arrivent pas à briller d'elles-mêmes. Elles sont chaudes au début lorsqu'elles se forment, avec le temps, elles libèrent leur radiation, et surtout de la radiation infrarouge. Donc, c'était une découverte importante. Et en fait, on s'est aperçu là, que, bon, c'est très technique, là, mais juste pour montrer qu'on s'est aperçu que cette source est variable, elle change dans le temps. Donc, on a pu interpréter ça comme étant des nuages qui se promènent sur la naine brune. Et un petit peu plus tard, un autre étudiant a montré, il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, cette naine brune-là, ça ressemble en fait à une grosse planète tout jeune, qui est tout près du Soleil. Et ce sont des travaux qui a donné à ce jeune garçon-là la médaille Pascal, qui est en fait la meilleure thèse de doctorat au Canada en 2015. Alors voilà le genre de travaux qui se sont faits ici, le genre de découvertes importantes que l'Observatoire a initié grâce aux technologies infrarouges qu'on a développées ici à l'Observatoire. Alors maintenant, je vous parle du télescope CFHT, le télescope Canada-France-Hawaii, qui est un télescope qui a été mis en opération à peu près la même année que le télescope du Mont-Mégantic. Et c'est un télescope de 3,6 mètres, qui est beaucoup plus grand. Et l'Observatoire et notre personnel a été vraiment critique pour alimenter ce télescope-là avec des instruments. Donc, le succès qu'on a eu avec Monica nous a amené en fait, cette caméra-là a été amenée au CFHT. Et une des premières observations qu'on a faites, c'était d'observer le centre de notre galaxie. Ce que vous voyez ici, c'est notre galaxie, dans l'hémisphère sud. Et vous voyez les bandes de poussière qu'on voit un peu partout, là. Et ça bloque la lumière visible, justement. Et on ne peut pas voir le centre de notre galaxie dans le visible parce que la poussière bloque la radiation visible. Mais dans l'infrarouge, vous vous rappelez le sac plastique, la lumière infrarouge passe. Donc, en observant dans l'infrarouge, on est capable de voir le centre de notre galaxie. Et voilà une première image qu'on a prise. Je fais les détails, là. Donc, c'est avec un nouveau système qui rend les images beaucoup plus fines. L'image de droite, c'est l'image qui avait été obtenue au télescope Canada-France-Hawaii. Une des toutes premières images du centre de la galaxie. En fait, on ne le voit pas, là, mais juste ici, au centre, il y a un trou noir d'à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil. Et on sait maintenant que les étoiles qui tournent autour
Et donc, il y a énormément d'observations qui ont été faites. OK. Alors, ça, ce sont des instruments qui ont été construits pour le télescope Canada-France-Hawaii, qui ont été faits au sein de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Quand je parle de l'Observatoire du Mont-Mégantic, il faut le voir un peu plus large. C'est pas seulement le télescope sur la montagne, c'est aussi un laboratoire de recherche, des chercheurs qui sont à l'Université de Montréal, à l'Université de Laval, qui ont permis de développer ces instruments-là en collaboration avec d'autres instituts européens. Alors, le tout dernier, il s'appelle Spirou. Il y en a un autre aussi qui va aller au Chili, qui s'appelle LIRPS. Des noms bizarres, là, ça veut dire... Et alors, ces machines-là, ce sont des machines qui permettent de pouvoir détecter des exoplanètes, des planètes à l'extérieur du système solaire. Et non seulement ça, mais on cherche des planètes qui sont potentiellement habitées. Donc, des planètes où est-ce qu'on pourrait un jour peut-être avoir de l'évidence de la vie. Alors, cet instrument-là vient à peine de commencer ses opérations. Donc, je vais vous montrer comment on fait, en fait, pour trouver des exoplanètes avec une machine comme ça. Et pour le montrer, il faut que je revienne un peu à la lumière. Et vous allez voir, c'est un peu particulier, mais il faut que je parle de ça. Alors, juste pour vous dire qu'on va avoir énormément de temps. On va avoir 1000 nuits d'observation, à la fois sur le télescope Canada-France-Hawaii et celui d'Argentine, sur une période de peu près 5 ans, là, pour faire un genre de relevé. En recensement, en fait, on va interroger chaque étoile. Parce que la majorité des étoiles dans le ciel, ce sont des petites étoiles rouges qu'on ne voit pas, parce qu'elles émettent surtout dans l'infrarouge, et ça prend des technologies infrarouges pour les détecter. Alors, je vous explique maintenant comment on fait pour mesurer, pour détecter une exoplanète avec une machine comme celle-là. C'est une machine qui coûte à peu près 8 à 10 millions de dollars. Ça a pris 10 ans à la développer. Une grande partie de ce travail-là s'est fait au sein du laboratoire de l'Observatoire du Mont-Mégantic et avec des collègues en France et en Suisse. OK. Donc, vous avez sûrement rencontré ce genre de monsieur, c'est pas dans votre vie. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Un radar. OK? Et vous voyez, il y a deux éléments dans ce radar-là. Il y a deux objectifs. OK? Alors, on imagine notre voiture qui s'en va. Et le radar, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une onde radio. La lumière, une onde radio d'une certaine couleur. Okay? Disons de couleur jaune, dans l'arrière. Essayez d'imaginer que les ondes radio ont une couleur. Alors, la lumière jaune frappe la voiture, elle rebondit, mais en rebondissant, elle change de couleur. Elle s'en va vers le vert un petit peu. Et si la voiture va encore plus vite, bien, elle va être encore vers le bleu. Vous voyez, donc, simplement en mesurant la différence de couleur, lorsqu'on envoie un onde radar sur la voiture, comme ça, on est capable de mesurer la vitesse de la voiture. C'est comme ça qu'il peut vous parler. Donc, il utilise un effet important de la lumière, qu'on appelle l'effet Doppler. Et en général, c'est plutôt de ce bord-là que c'est automatique. Donc, de ce côté-là, la lumière s'en va vers le rouge. Et d'ailleurs, c'est un phénomène extrêmement important parce que une des grandes découvertes du 20e siècle, c'est que notre univers est en expansion. Et comment on l'a déduit, ça? C'est qu'on s'est rendu compte que les galaxies qu'on observe, elles se déplacent à très très grande vitesse et leur spectre qu'on arrive à mesurer est décalé en fait vers le rouge. Donc vous voyez comment, en analysant la lumière, on arrive à détecter des objets qui bougent. Alors c'est quoi mon lien avec les exoplanètes? C'est que l'instrument Spirou, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'étoile, il mesure son spectre et il est capable de voir si l'étoile bouge. Donc on l'observe comme ça à tous les soirs pendant plusieurs semaines. Et on est capable de voir un signal périodique qui va arriver. Donc, voilà, une petite animation pour vous montrer là, que on arrive comme ça à montrer là, que cette planète qui tourne autour d'une étoile, on va voir l'étoile bouger un petit peu. Et on parle d'un mouvement infime, on parle de mesurer un mouvement d'une étoile à la vitesse que je fais maintenant, à peu près 1 mètre par seconde. Ce sont des mesures extrêmement fines à faire, qu'on est capable de faire maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Mais dans l'infrarouge, en fait, c'est tout frais. On vient juste à peine de commencer à le faire et on s'attend à avoir beaucoup de découvertes qui vont venir de cet instrument-là. Et encore une fois, qu'il y a un lien très, très important avec l'Observatoire du Mont-Mégantic parce que c'est ici qu'on a pu développer des technologies infrarouges. OK, maintenant je parle du télescope Gemini, un télescope plus grand. Le télescope de 8 mètres, qui est celui-ci, il est à Hawaï, il y en a deux. Gemini, ça veut dire jumeau. Il y en a un aussi au Chili. Et en fait, juste derrière ici, on a le télescope Canada-France-Hawaii. Si vous allez à Hawaï, il faut absolument aller là.
aller sur le mont Mauna Kea, c'est 4200 mètres. C'est un endroit absolument magnifique. Alors, une des grandes découvertes qu'on a fait sur le télescope Gemini, c'est de prendre les premières images d'exoplanètes. Donc là, cette fois-ci, c'est qu'on n'essaie pas de mesurer la vitesse des étoiles, c'est qu'on a carrément réussi à faire l'exploit de voir les exoplanètes. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont une étoile autour de laquelle il y a 4 planètes, et ce que vous voyez en bas, c'est le temps. Donc, c'est à peu près 10 ans d'observation, et vous voyez très bien que les tournent. Et en fait, c'est une découverte qui a été faite par un ancien étudiant de l'Université de Montréal. Ça, c'est l'instrument qu'on a pris pour faire la découverte sur le télescope de 8 mètres. C'est gigantesque. Imaginez un télescope de miroir de 8 mètres, c'est plus grand qu'ici, à peu près. Et en fait, cette découverte-là prend racine ici à l'Observatoire du Mont Mégantic, parce qu'au début des années 2000, on a développé, dans la foulée du développement de la caméra Monica, on a développé un nouveau prototype qui permettrait de pouvoir détecter des exoplanètes. Et bonhomme en an, tout ça a développé des nouvelles techniques d'observation qui, appliquées sur le télescope de 8 mètres, a permis de faire de grandes découvertes. Et Christian, lui aussi, il a eu sa médaille en 2005 pour ce genre de travail-là. Donc, des travails extrêmement importants. Donc, les Québécois peuvent être fiers pour dire qu'ils ont été les premiers à prendre les clichés d'exoplanètes. OK. Alors, je vais passer rapidement là-dessus parce que je manque de temps. Juste vous montrer une autre image d'une exoplanète qu'on a fait récemment avec un autre instrument qui s'appelle le Gemini Planet Imager. Donc, vous voyez un petit point qui est en fait une planète. Et maintenant, je vous parle un peu de James Webb et son lien avec l'observatoire. Donc, Webb, c'est un télescope infrarouge. Donc, ça, c'est l'instrument canadien. Donc, vous voyez un peu la taille, ça peut être à peu près 150 kg. Et donc, il y a un des 4 instruments qui est à bord du télescope spatial James Webb. Le Canada fournit un des 4 instruments. C'est moi qui est le directeur scientifique de cet instrument-là. Juste vous donner une idée du temps que ça prend. Moi, je travaille là-dessus depuis 2001. J'ai commencé à travailler sur ce projet-là depuis 2001. À l'époque, le télescope était lancé en 2008. Et là, maintenant, il est lancé en 2021. C'est un projet de 9 milliards de dollars. Donc, c'est gigantesque. Et c'est l'instrument, Iris, je vous fais grave des détails de ce que ça veut dire, et c'est essentiellement une caméra infrarouge. Donc, c'est pas un hasard si ce sont les Québécois qui sont la locomotive scientifique de ce projet-là au Canada. Encore une fois, c'est parce que les technologies infrarouges là-dedans, on est allé les chercher où est-ce que les États au Canada et à la Fédération au Québec, qui est plus précisément ici, à l'Observatoire du Mont Mégantic. OK, alors voici de quoi alors les 4 instruments. Il y en a pour à peu près justement $1 milliard ici, là. Okay. Et l'instrument canadien est en plein dans le centre. Et donc, je vais faire cette animation, ça ne marche pas, je pense. C'est pas grave. Ouais, c'est pas juste vous montrer que. Ouais. Alors, le télescope est tellement grand qu'on va lancer dans une fusée Ariane 5 en 2021. Et il est tout replié sur lui-même comme une figure d'origami. OK. Ben, écoutez, je vais passer. De toute façon, je manque un peu de temps. Mais tout ça pour vous dire que le télescope se fait lancer à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, contrairement au télescope Hubble, qu'on est allé le voir régulièrement pour changer les instruments, lui, on ne peut pas le faire. C'est un aller simple, il faut que tout fonctionne. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et donc, il y a un grand écran solaire qui nous protège constamment du soleil. D'un côté, il fait à peu près 85 Celsius, et à l'autre de cet écran solaire-là, il fait moins 270 Celsius. Ça, c'est la température de l'espace. Si vous êtes dans l'espace, à l'ombre, il fait moins 270. Donc, et c'est ce qu'il faut pour faire de l'observation infrarouge, il faut refroidir tous les télescopes. OK. Donc, tout ça pour dire qu'une des grandes missions du télescope spatial James Webb, c'est de trouver les premières galaxies. Notre univers a 13,7 milliards d'années. On pense que les premières galaxies se sont allumées il y a quelques centaines de millions d'années après le début du Big Bang. Et Hubble, lui, se rend à peu près jusqu'à à peu près 13 milliards. Pardon, à peu près ici, là, jusqu'à 13 milliards. Et on pense que ça se passe autour de 13,4 milliards d'années que les premières galaxies vont s'allumer. Et c'est ce que va faire James Webb. Alors, je vous montre quelques simulations. Donc, ça, c'est une image infrarouge obtenue avec le télescope Hubble. La plus profonde, la plus précise jamais obtenue
Et donc, je vous montre en fait, on montre un petit détail sur la galaxie qui est là, celle-ci. Donc, alors la voici encore. Alors, ça, c'est l'image telle qu'observée par Hubble. Maintenant, je vais vous montrer l'image simulée qu'on va avoir avec James Webb. Donc, comme c'est un télescope plus grand, un télescope infrarouge, il va non seulement donner beaucoup plus de détails, vous voyez la galaxie plus de détails, il y a un paquet d'autres petits objets qui arrivent. Les petits objets rouges qu'on voit ici, là, ce sont des galaxies probablement les plus lointaines jamais observées. Et donc, ça, c'est extrêmement excitant. Non seulement il y aura des caméras à bord web pour pouvoir prendre des images comme ça, mais il y aura aussi des spectrographes pour prendre des spectres comme ceux que je vais montrer pour pouvoir analyser la lumière des objets. Alors, une autre chose que l'instrument canadien va faire, entre autres, c'est d'étudier les planètes pour mesurer leur atmosphère. Donc, je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, mais imaginez une planète qui passe devant son étoile. Alors, l'étoile va scintiller, elle va baisser de luminosité parce que la planète est passée devant. Mais si on mesure le spectre de l'étoile pendant et avant que la planète passe devant son étoile, on est capable de mesurer l'atmosphère. Donc, ça, c'est une chose vraiment nouvelle que Webb va faire, c'est de détecter l'atmosphère d'exoplanètes. Et en fait, l'instrument canadien, on montre un des éléments à l'intérieur de la caméra, là, c'est un petit prisme. Donc, toute la lumière du télescope, 25 mètres carrés, va passer à travers ce petit prisme-là, qui a été conçu, qui a été en fait testé dans les labos à l'Université de Montréal. Et donc, notre machine de NIRIS a été en fait conçue pour détecter l'atmosphère des planètes. Alors, voici un système planétaire qu'on va observer. Le système TRAPPIST, c'est le système planétaire le plus populaire ces temps-ci. C'est une petite étoile, à peu près à peine plus grosse que Jupiter, et autour de laquelle il y a 7 planètes, la taille de la Terre. Et il y en a 3 ou 4 qui sont dans la zone dite habitable, dans la zone ni trop proche, ni trop loin de l'étoile, pour qu'on puisse espérer trouver de l'eau liquide à la surface. Donc, ce sont des planètes potentiellement habitées de vie. Donc voilà, on en a déjà des candidats. Et comme on passe des dizaines d'années à faire ce genre d'instrument-là, la NASA nous donne du temps garanti. Donc, en retour de ça, on va avoir du temps pour observer ces objets-là de manière, avec l'instrument de manière privilégiée. Et alors, je vous montre, en fait, pour dire que TRAPPIST 1F, là, en fait, à peu près la densité du satellite Europe, qui est un satellite de Jupiter. Et Europe est caractérisée par le fait qu'elle a une croûte de glace. Et on sait qu'il y a un océan d'eau sous Europe, sous la croûte de glace. Et si on prenait Europe et qu'on la plaçait à la distance de la Terre, autour, on place la Lune, eh bien, ce serait une planète océan. Donc ça, c'est le genre d'objet qu'on spécule qui existe. Une classe d'exoplanète assez spéciale, parce que c'est un cœur rocheux entouré d'un grand océan. Et pour vraiment détecter ça, ça va prendre le télescope spatial James Webb, en particulier l'instrument canadien qu'on a conçu pour détecter ce genre d'observation-là. OK, alors, je vous fais grâce des données, c'est pas si les données à quoi. Voilà le genre de données qu'on va avoir, on va faire des communiqués de presse dans 5-6 ans, ça va ressembler à ça. Juste montrer que ça sera une évidence qu'on a détecté de l'eau dans une atmosphère de la taille de la Terre. OK, alors, je termine en vous disant que ça n'arrêtera pas. Hein. Là, ça ici, c'est un télescope qui est en cours de développement. On commence à peine. Un télescope de 15 mètres qui sera probablement lancé en 2049, au moins 20 ans certainement. Et en fait, la première mission de ce télescope-là sera en fait pour vraiment trouver des planètes là, pour en fait détecter la présence de vie. Et peut-être qu'il faudra attendre à peu près 20-30 ans avant qu'on ait une évidence là, certaine qu'on a détecté de l'activité biologique à l'extérieur du système solaire. Donc, on n'est pas seul dans l'univers, il existe au moins des bactéries qui foisonnent ailleurs sur d'autres planètes. Alors, sur ce, je arrête ici et je vous remercie de votre attention. Et Merci beaucoup, René. On a effectivement un peu de temps pour des questions, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qui viennent de popper dans votre tête. Est-ce qu'il y en a qui auraient une question à poser à M. Doyon? Oui. Vous aviez la DF. Pourquoi la E n'est plus une candidate? Non, elle est une candidate, mais j'ai montré celle que nous allons observer. Pour toutes sortes de raisons, on n'a pas observé là.
Mais on a d'autres collègues, d'autres équipes qui vont l'observer. Presque toutes les planètes de TRAPPIST vont être observées par web. Dans la galaxie, on en a plus qu'un trou noir. On en a des millions maintenant. Ben ça, on ne sait pas encore. Ben, d'après... On sait que il y a un trou noir massif au centre de la galaxie, à peu près 4 millions de masse solaire. Et on sait qu'il existe quelques trous noirs dans les systèmes binaires, mais leur nombre, ça c'est... D'après les dernières données qu'on a reçues, il y en a beaucoup qui s'explosent énormément. À l'échelle de l'univers, il y en a beaucoup. En fait, vous avez peut-être entendu même parler. dans notre galaxie ici. Oui, vous avez raison. Il y a 300 milliards d'étoiles dans la galaxie. Donc, même si on a une faible fraction de trous noirs, il y en a probablement beaucoup. Une main derrière, complètement. C'est quoi des exoplanètes? OK, des exoplanètes, c'est des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Donc, notre système solaire, c'est le Soleil, avec les planètes autour. Donc, on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars. C'est des planètes rocheuses, des planètes sur lesquelles on peut être debout, là. Et au-delà, des planètes gazeuses, des planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et donc, les exoplanètes, ce sont des planètes qui sont autour d'autres étoiles, donc très très loin de nous. Et ce n'est seulement que depuis 1995 qu'on a une preuve qu'elles existent. Donc, ça a pris du temps avant de les trouver. Mais là, maintenant, on en connaît plus de 4000. On sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Et la prochaine étape, c'est de trouver des planètes semblables à la nôtre, des planètes rocheuses comme la Terre, ni trop loin, ni trop proches de leur étoile, dans la zone dite habitable, donc des endroits qui sont potentiellement habités de vie. Donc, c'est probablement les astronomes qui seront les premiers à montrer que la vie existe ailleurs dans le système solaire. C'est probablement pas en écoutant E.T. Mais c'est peut-être qu'on va un signal un jour qu'il y a des gens qui veulent nous envoyer des plans pour faire des vaisseaux spatiaux. D'autres questions? Oui. L'observation infrarouge est aussi très gênée par la pollution lumineuse autant que l'observation? C'est une très bonne question, ça. Beaucoup moins. En fait, presque pas. Mais le fait est qu'on ne fait pas que de l'astronomie infrarouge ici, on fait en fait beaucoup d'observations optiques. Donc, il faut bien contrôler les pressions. Et cet avantage-là, du fait qu'on est moins gêné par la pollution lumineuse, fait que l'IOI est un petit peu plus long dans les forêts. On commence un petit peu avant, un petit peu plus tard que normalement on fait dans le sens. Il y a quand même un intérêt en altitude, du coup, en infrarouge? Oui, alors l'intérêt d'être en altitude, c'est que la vapeur d'eau dans l'atmosphère absorbe beaucoup l'infrarouge. Et donc, plus on est haut, moins il y a d'absorption par la vapeur d'eau. Donc, c'est une des raisons pour aller sur un endroit comme Mauna Kea. Et l'autre facteur qui affecte la radiation parasite infrarouge, c'est la température. Donc, l'hiver fait très, très, très froid. Donc, le ciel a beaucoup moins de luminosité. Il faut comprendre que le ciel, dans le visible à l'œil, est très, très noir. Dans l'infrarouge, il est très, très brillant, de manière relative, on s'entend. Donc, si on avait des yeux infrarouges, on verrait le ciel bouger. Il y a plein de choses qui bougent dû à des phénomènes en haute atmosphère qu'on voit, en fait, avec nos instruments à l'infrarouge ici à l'observatoire. Si je peux me permettre un petit exemple, en fait, on avait l'intention de vous montrer ça un petit peu plus tard, mais on a ici un exemple de l'Observatoire du Mont Mégantic en hiver. Voilà. Donc, vous pouvez le voir ici en été, en infrarouge. Alors, on voit que le sol est chaud, que l'atmosphère est chaude, parce que c'est blanc. Et en hiver, le même observatoire s'efface. Alors, c'est un peu comme si la pollution lumineuse infrarouge disparaissait à ce moment-là. Très belle image. Oui. Oui? Le système TRAPPIST est à quelle distance? C'est quoi déjà? 40 lumières. Une douzaine de parsecs. C'est très proche, c'est vraiment dans notre voisinage. Est-ce que les risques subjectifs par la capacité à nous rendre compte que par exemple, est-ce que la capacité de détecter l'absorption, l'oxygène
je vais répéter la question pour les gens qui n'ont pas bien compris. C'est un astronome. Donc, bientôt, il va y avoir un satellite qui va détecter les exoplanètes les plus proches du Soleil qui transitent, les planètes qui passent devant leur étoile. Et en fait, ce satellite-là, TESS, on va en trouver des centaines. Et beaucoup de ceux-là sont des planètes dans la zone habitable. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et la question de Daniel, c'est est-ce que l'Instrument canadien d'IRIS sera capable de détecter des molécules comme l'oxygène, qui est dans notre atmosphère, qui est une trace d'activité biologique, ou de l'eau? La réponse est que l'oxygène, fort probablement pas. Et pour de l'eau, oui, absolument. Pour détecter de l'eau, du méthane et du CO2, ça, on sera capable de détecter. Donc, on ne sera pas très très loin. Mais avec un télescope de 30 mètres, 40 mètres, on sera capable de faire ça. Probablement pas. Ça, c'est très difficile. Le jeu des prédictions, là, les astronomes sont très, très mauvais. Parce que lorsqu'on construit des plus grands télescopes, on leur donne une mission. James Webb, c'est un bel exemple. Prenons par exemple les télescopes Keck, les télescopes de 10 mètres. On les a construits avec une mission, donc on va faire telle chose. Et ce qui est troublant, c'est qu'après, 5-10 ans après, les télescopes sont entrés en opération. Les plus grandes études qu'on a faites avec ne sont pas celles qu'on a déjà. Donc là, je vous parle de choses magnifiques qu'on va faire avec les Webb. On va trouver de l'eau dans les planètes, on va trouver des planètes océans. Peut-être que je suis dans le champ complètement. Il va y avoir plein d'autres choses qu'on va faire. Et c'est ça qui est vraiment excitant. D'autres questions? L'intérêt d'avoir une grande taille de miroir, c'est couvrir un plus grand champ d'observation. Ça donne en précision? C'est surtout la précision. En fait, c'est une très bonne question. Plus le télescope est grand, moins son champ de vue est grand. Donc, c'est ça qui a un intérêt pour les petits télescopes, comme un autre, on a un champ de vue très, très grand. Les champs de vue des télescopes géants là, sont minimes. Mais le principal intérêt des grands télescopes géants, c'est leur capacité à collecter de la lumière, pour voir les objets de plus en plus loin, mais aussi pour faire des images très, 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 très fines. Donc, par exemple, pour trouver des exoplanètes, il faut pouvoir distinguer un signal qui est très, très, très petit par rapport à l'étoile. Pour augmenter ce contraste-là, il faut prendre des images des étoiles vraiment très, très, très fines. Et ça se fait seulement qu'avec des télescopes géants, idéalement dans l'espace. Donc, l'atmosphère, c'est un autre élément qui brouille les images. On a aujourd'hui des techniques qui permettent de pouvoir corriger la turbulence atmosphérique de manière dynamique en temps réel. Donc, il faut pousser vers des télescopes de plus en plus grands. Et en fait, l'optimal pour faire ces images fines-là, c'est dans l'infrarouge. Donc, de manière générale, la prochaine génération de grands télescopes à la fois au sol et dans l'espace, ce seront grosso modo des télescopes. Mais quand vous observez comme ça la Terre à l'univers, les 100 années-lumière, ce que vous voyez, au moment où vous voyez par exemple à soir, est-ce que dans notre temps, nous, ça existe encore? On ne sait pas. C'est disparu. On ne sait pas. Vous avez raison. Lorsqu'on regarde un corps céleste à 40 années-lumière, on le voit tel qu'il était il y a 40 ans. On peut voir les galaxies jusqu'à 13 milliards d'années. Donc, peut-être que les galaxies, en fait, probablement que les galaxies ne sont plus là. Je veux dire qu'ils sont plus là. C'est ça. Mais la lumière se propage encore par l'univers et il arrive. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un télescope, c'est une machine à reporter dans le temps. Plus on regarde loin, plus on regarde loin dans le temps. Les télescopes, est-ce qu'on peut en mettre 3, 4 ensemble? Les relier? La question, c'est est-ce qu'on peut relier des télescopes ensemble pour en faire un seul? La réponse est oui. D'ailleurs, les télescopes radio, c'est la façon normale d'observer. Mais c'est d'ailleurs, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, le télescope de 30 mètres, c'était des segments, donc c'est des petits miroirs. Mais cependant, il faut qu'ils soient bien alignés. Il faut qu'ils soient alignés à une fraction de longueur d'onde, donc une fraction de micron. Donc, il faut que ce soit très, très, très petit. Donc, ce qui fait que chaque miroir, en chaque segment, là, il y a des actuateurs en dessous pour pouvoir changer leur orientation en temps réel. Donc, ce sont tous des systèmes là, très, très complexes. Ça prend bien sûr des ordinateurs. Et, donc,
en fait, les télescopes ont pu se développer justement grâce à l'avènement de l'informatique à la fin des années 80. C'est pas surtout les radiotélescopes qui vont être mis comme la kilometer array? Oui, mais on peut le faire aussi dans l'optique, ce qu'on appelle des interféromètres. Alors, les Européens ont 4 télescopes de 8 mètres, de VLT, Very Large Telescope, qui est vraiment bon. Et donc, il y en a 4, et ils ont un mode pour faire de l'interférométrie optique. Un mode où est-ce que vraiment on combine les 4 télescopes en un seul, qui a une barre de près 16 mètres. Et c'est extrêmement difficile à faire. Et donc, on se rend compte que c'est plus simple de faire des grands télescopes monolithiques dans le visible et les proches. La méthode pour détecter des exoplanètes, je pense devant les étoiles, c'est une méthode par transit. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres méthodes? Oui, il y en a plein. Donc, alors j'ai parlé du transit. Donc, le transit, c'est quand par hasard, l'orientation de la planète est telle qu'elle passe devant l'étoile. On va avoir une petite baisse de luminosité. Donc, ça, c'est la transit. Je vous ai parlé un peu de la vitesse. Donc, ce qu'on fait, c'est on regarde danser les étoiles. Donc, on ne voit pas la planète, mais on voit la planète la planète tourne autour de son étoile. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'étoile aussi tourne autour de la planète. Donc, nous, on tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne aussi autour de nous, un petit peu. Et le point d'équilibre, en un cas du Soleil, il est dans le Soleil. Alors, juste pour vous donner une idée, le mouvement de réflexe induit par la Terre sur le Soleil, c'est seulement 10 cm par seconde. Alors, Jupiter, c'est 12 mètres par seconde. Et donc, alors, en mesurant la vitesse précisément des étoiles dans le temps, on arrive à avoir un mouvement oscillatoire pour dire, ah, OK, ici, là, j'ai les exoplanètes. L'autre technique, qui est la technique de l'imagerie, parce que là, on essaie de voir les planètes autour, et ça, c'est extrêmement difficile. Et bien, c'est l'exploit qu'on a fait ici, là, il y a une dizaine d'années. On a été les premiers à voir les exoplanètes. Et depuis, il y en a à peu près une dizaine, là. Donc, parmi les 4000 qui ont été trouvés. Parce que c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, le grand télescope que je vous ai vraiment bon. Donc, le dernier télescope que je vous ai montré tout à l'heure, le télescope de 15 mètres, lui, justement, aura la capacité de prendre des images d'exoplanètes semblables à la Terre autour d'étoiles comme le Soleil. Non seulement de faire des images, mais aussi d'analyser, d'en faire un spectre pour savoir est-ce qu'il y a l'oxygène, est-ce qu'il y a du méthane, pour vraiment ultimement savoir s'il y a l'activité biologique. Donc, alors, l'idée derrière ça, c'est que l'activité biologique à la surface d'une planète influence toute l'atmosphère. L'oxygène qu'on respire provient des plantes, provient de la photosynthèse. Le CO2, il est là de manière naturelle, mais de plus en plus grâce à cause des humains, n'est-ce pas? Le CO2 augmente à cause de l'activité humaine. Et donc, le méthane aussi, le méthane vient des têtes de vache. C'est des vaches qui sont responsables du méthane dans l'atmosphère. Et on peut détecter ces gaz-là à distance en utilisant les télescopes et les instruments spécialisés comme je vous ai parlé. Je crois qu'on va devoir s'arrêter ici parce que très bientôt, il y aura une autre présentation, ici même à la scène multimédia, qui s'adresse aux gens des groupes A et B. Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement René Doyon.